Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à Frostpunk, la critique du jeu. Alors je vais vous présenter un petit peu mon avis sur le jeu en sachant que j'ai fait à peu près une demi-douzaine de parties, y compris sur différents scénarios avec différentes sociétés. Donc plusieurs scénarios qui m'ont permis de peut-être donner un premier sentiment sur ce jeu. Et donc, déjà, de quoi ça parle, Frostpunk? Frostpunk, c'est dans un univers dystopique, c'est-à-dire que la Terre a été transformée en une immense boule de glace et les humains, derniers survivants, tentent de se rapprocher de ce que vous voyez ici, qui est constitué en fait des générateurs de chaleur, et qui sont les seules sources de survie pour les humains. Alors, les humains qui survivent par petits groupes avec femmes, enfants, et qui essayent de remettre en route ces fameux générateurs sur une planète qui est battue par les tempêtes de neige où il fait un froid glacial et polaire et qui a exterminé une bonne partie de l'humanité. Donc vous êtes dans une ambiance survivaliste, dans une ambiance de survie. Et vous retrouvez un peu ça dans ce qui avait été fait un peu avant, This War of Mine, c'est le même studio. Et pareillement, c'est inspiré d'un jeu vidéo qui avait été fait. Donc un univers noir, un univers où il y a de la déprime, il y a de la dépression. Et donc vous allez vous aventurer dans un jeu de placement d'ouvriers, un jeu aussi de gestion de ressources évidemment, et aussi il y a une trame narrative qui a été intégrée, qui se présentera soit à travers les cartes événements, soit à travers le scénario de base, et qui vous donnera des instructions ou plus ou moins une mission à accomplir. Et donc, c'est ce qui fera un petit peu une narration. Alors, c'est pas une narration totale, hein, c'est juste à travers les cartes de rencontre, les cartes événements, et à travers des choix que vous allez faire dans ces cartes de rencontre qui vous mèneront à, non pas à des fins de scénario différentes, le scénario sera plus ou moins identique dans ces événements, mais un cheminement de scénario peut-être parfois un peu différent, et aussi votre société, comment elle va évoluer en fonction de certains choix. En sachant que, alors ça c'est toujours intéressant à montrer à mon avis, c'est un jeu très dur à la This War of Mine, hein, je leur dis encore, mais avec des conditions de fin de partie, de perte de jeu qui sont énormes. Alors, par exemple, vous perdez si les gens perdent la volonté de survivre, donc si l'espoir s'en va, si les gens sont désespérés, si les gens vous bannissent de la ville, donc si vous posez un 6e jeton mécontentement à un moment, donc là c'est la colère contre vous qui jouez à un dirigeant. Enfin, si votre générateur explose, si vous êtes débordé par la maladie, si vous êtes débordé par la famine ou débordé par le nombre de cadavres que vous avez. Donc vous voyez, il y a quand même 6 façons de perdre et en général qu'une seule façon de gagner. Et donc c'est un jeu avec une forte tension pour gérer chaque tour. Les premiers tours, vous avez un peu de stock, vous avez un peu de matériel, donc vous allez explorer un petit peu la carte. Selon les scénarios, vous allez poser un certain nombre de tuiles avec des ressources à récupérer. Et donc ces ressources, une fois que vous les avez récupérées, il faudra encore explorer pour trouver d'autres ressources. Et parallèlement à ça, essayer de construire différents bâtiments. Alors des bâtiments de petite ou de moyenne taille qui vont améliorer votre survie. Alors déjà construire des maisons pour se réfugier, construire peut-être aussi des pavillons de chasse, une infirmerie, etc., qui consommeront à leur tour des ressources. Et donc il y aura toujours une tension qui se fera en fonction des ressources. Donc voilà pour, je dirais, l'univers dystopique. Sinon, comme vous pouvez le voir, le jeu il est immense, donc il faut vraiment prévoir une très grande table. La mienne fait à peu près 1m50 sur 80, plus j'utilise un petit tabouret pour poser 2-3 trucs. Donc vous voyez, il y a la nécessité d'un grand espace de jeu, donc, et des grands bras, parce que finalement vous avez quand même comme c'est inspiré d'un jeu vidéo, vous avez quand même pas mal de pions pour gérer vos ressources humaines, ressources, matérielles, et aussi gérer un certain nombre de cartes événements, etc. Donc tout ça, ça prend énormément de place.
Justement, sur la mise en place, si vous commencez le jeu, moi je sais que ma première mise en place m'a pris 1 heure. Et parce que je lisais en même temps la mise en place. Alors dans les règles, vous avez vraiment de longs chapitres pour la mise en place. Et en fait, c'est très didactique, c'est très bien fait. Voilà, je trouve les règles bien faites. En tout cas, sur la mise en place, il y a vraiment aucun souci. On vous prend par la main et on vous explique tout. Ça n'empêche pas qu'il va falloir peut-être relire 2-3 points, comment fonctionne l'espoir et le mécontentement, etc. Mais globalement, c'est un livret qui est quand même assez bien fait. Et aussi avec des explications de tours qui sont aussi bien faites. Donc la difficulté sera plus dans l'interprétation éventuellement de certaines cartes. Donc des fois, moi je me dis, est-ce qu'il faut le prendre littéral, pas littéral, je comprends pas bien la carte. Voilà, c'est juste sur les interprétations de cartes. Sinon les règles sont, je dirais quand même, c'est pas un jeu familial, hein, c'est un jeu expert, hein, on est bien d'accord. Simplement, c'est pas si complexe. Voilà, c'est pas compliqué. C'est complexe mais pas compliqué. Et donc au bout de quelques tours, vous commencez à prendre vraiment le coup de main. Donc vraiment 1 heure pour la première mise en place, 10 minutes pour la seconde. Vous voyez, ça va beaucoup mieux. Et ensuite, les parties, il faut compter à peu près 4-5 heures de jeu les premières, et puis vous pouvez redescendre à 3 ou 4 heures. Hein, voilà. Donc voilà, clarté des règles, je pense quand même qu'on peut le souligner. Ensuite, ce que vous avez sur la première partie que vous allez, pour vous donner un peu des illustrations, eh bien, vous allez prendre le scénario 1 qui est un peu intégré à la mise en place. Donc, si vous suivez la mise en place, vous faites le scénario 1. À noter que vous avez un autre livret de scénario qui en contient 8 autres de plus. Donc, il y a une bonne... il y a pas mal de scénarios qui sont faits. Je crois que quelques scénarios ont été ajoutés sur Board Game Geek d'ailleurs, et même un mode facile parce que le jeu est éminemment dur. Donc ça, je reviendrai dessus quand j'expliquerai un petit peu mes avis sur le jeu. Mais voilà, sur le scénario 1, basiquement, vous allez prendre une première carte, voilà, scénario 1 ici, et vous allez voir un peu de texte narratif, de fluff. Et vous allez voir tout de suite que votre mission sera de construire une balise au moins à la manche 4. Et selon que vous arriviez à le faire ou pas, eh bien, ça va avoir une influence sur votre société. Et vous voyez que vous avez une autre étape à la manche 11. Et donc, à la manche 11, il se passera différentes cartes scénarios que vous allez prendre dans un paquet. Donc, tout ça, alors ça ressemble un petit peu d'une certaine manière à Horror Arkham V3, avec des cartes qui vont s'ajouter au fur et à mesure de l'avancée du scénario. Et donc, sur une mise en place basique du scénario 1, alors on vous recommande de prendre une société 1, mais vous avez plusieurs types de sociétés, y compris plusieurs niveaux de difficulté de société. Donc là, pareil, vous avez un texte narratif et des conditions, un certain nombre de chiffres. Alors la première fois, ça fait un peu peur, mais vous allez avoir vos ressources de base en nourriture, en bois, en charbon, et aussi votre nombre de citoyens. Et en fonction du nombre de citoyens, vous avez plusieurs branches. Voilà, on peut le voir ici. Là, vous avez, par exemple, si vous avez 26 citoyens, vous avez 6 meeples de type ouvrier. Voilà, en sachant que vous avez aussi des ingénieurs, des enfants, etc. Donc voilà, vous aurez en fonction 29 citoyens, 12, et ça correspondra à un certain nombre de meeples selon les tranches. Pareil, vous avez du mécontentement et de l'espoir qui viendront. Donc pas mal de petits systèmes de jeu. Donc ensuite, vous choisirez aussi, vous aurez aléatoirement des lois supplémentaires. Donc ça fera de la technologie aussi, un certain nombre de possibilités d'expédition et aussi des citoyens. Voilà. Donc des citoyens que vous piocherez en nombre illimité, qui seront un petit peu des bonus, des possibilités d'action à travers certains citoyens, certains enfants, certains ouvriers. Et vous pourrez les jouer et ça vous donnera un peu une action supplémentaire pour faire très schématiquement. Voilà. Donc sur le scénario 1, il est plutôt dur. Il est même très très dur. De toute façon, le jeu est globalement très dur. Hein. Moi, j'ai fait 6 ou 7 parties. Je crois pas en avoir gagné une. J'ai failli en gagner une ou deux, mais voilà, c'est déjà, si on arrive au dernier tour, on est déjà plutôt content. Donc, un jeu assez punitif. Sur la première partie, vous avez, sur la première partie, vous n'allez pas forcément aller très loin. Alors, juste pour continuer mon illustration sur le scénario, comment se déroule un tour de jeu. Donc, je vais pas commencer par le début parce que le premier tour, justement, du scénario 1
comme à Arkham, le jeu de cartes, par contre, vous commencez directement en milieu de tableau. Vous imaginez bien qu'au début, il y a pas mal de crasses qui peuvent arriver. Donc, vous commencez en phase 5 directement, où vous allez commencer à préparer votre phase d'action. Vous allez commencer directement une phase d'action. Donc, et vous allez donc assigner vos meeples citoyens de la réserve. Donc, je vous avais dit qu'en fonction du nombre de citoyens, vous avez un certain nombre de meeples. Par exemple, 22 ouvriers. Ça vous donne 5 meeples ouvriers. Donc, vous sortez les 5. Voilà, vous avez les 5 comme ça. Donc, tout ça, c'est précisé dans la mise en place quand vous débutez. Et vous avez aussi de l'ouvrier en fonction du nombre. Donc là, 12, je crois que ça vous donne... Alors, c'est un tableau qui est à côté, qui est hors champ, mais ça vous donne 3 ouvriers. Et les 8 enfants vont vous donner 2 meeples enfants. Voilà. Les enfants ne travaillent pas a priori. Et voilà, pendant votre phase d'action, vous allez pouvoir choisir parmi les règles un certain nombre d'actions à faire. Alors, il y en a une demi-douzaine, mais vous allez voir, vous allez vite vous y faire. Au début, moi, je cherchais un peu toujours ce que je pouvais faire, mais c'est plutôt simple. Voilà, donc là, on vous explique si l'action est chauffée ou pas. Donc ça, c'est un mécanisme du jeu important. Mais pour venir sur les phases d'action, soit déneiger, ça veut dire explorer. Donc, explorer, ça vous permettra de quoi? Ça vous permettra d'ouvrir de nouvelles tuiles et de découvrir de nouvelles ressources supplémentaires, comme vous voyez ici. Et donc, alimenter votre générateur en charbon et aussi retrouver du bois pour construire vos maisons. Mais pas que. Ensuite, ramasser des ressources. Donc ça, c'est une action. Bâtir. Donc vous pouvez construire plusieurs bâtiments sur une action bâtir. Utiliser des bâtiments. Donc par exemple, un poste médical, vous l'utilisez, vous envoyez un meeple dessus. Faire partir des éclaireurs. Donc ça, les éclaireurs, c'est un mécanisme sympa du jeu où vous allez envoyer un éclaireur, comme son nom le dit. Mais il y aura, une micro-aventure dans l'exploration. C'est-à-dire que vous allez piocher une carte, avancer dans l'exploration et vous aurez un choix soit de continuer l'exploration, soit de rester dans l'exploration et dans ce cas-là, ramener peut-être des ressources ou des nouveaux citoyens qui vont agrandir votre communauté. En sachant qu'agrandir sa communauté, c'est bien et c'est mal dans le sens où c'est bien parce que vous allez avoir peut-être plus de meeple, plus d'actions, mais il va falloir les nourrir. Et ça, vous l'avez vu, nourrir, c'est compliqué. Et enfin, les actions spéciales, c'est si vous faites des actions de cartes. Voilà pour les actions. Vous voyez, il y en a 4-5. C'est assez simple, mais les choix d'assignation sont compliqués. Alors, il y a aussi un truc marrant, c'est vous allez pouvoir développer des technologies. Alors, selon que vous construisez un bâtiment, voilà. Donc, au fur et à mesure, des petites technologies vont arriver. Alors, dans le jeu, vous allez avoir 8 technologies de base que vous pourrez développer, plus 4 que vous allez piocher aléatoirement. Et donc, ça fera aussi de la variabilité dans le jeu. Pareil pour les lois. Alors, si vous voulez, vous pouvez envoyer un de vos ingénieurs, donc un expert, créer une nouvelle loi. Et dans ces lois, vous avez le travail des enfants, donc imposer le travail des enfants. Donc, vous imaginez bien que ça casse un peu le moral, mais fonctionnellement, les enfants qui pourront aller chercher un peu de ressources, évidemment, ça va vous aider beaucoup pour vos actions, pour faire plus de choses, car vous luttez contre votre survie. Plus le jeu va avancer, plus il va faire froid. Plus il va faire froid, plus il va falloir chauffer et faudra trouver de nouvelles ressources pour avoir du charbon. En sachant que les conséquences du froid seront de plus en plus dramatiques, c'est-à-dire que les gens vont tomber malades et in fine mourir. Donc plus les gens mourront comme This War of Mine, plus la déprime va s'accélérer et donc il va y avoir un effet boule de neige. Donc voilà, par exemple, travail des enfants. Donc là, vous imaginez bien réclamation des parents d'élèves, pas contents. Ou sinon, construire par exemple des abris pour les enfants. Et dans ce cas-là, ça va effectivement un peu mieux se passer. Donc ça, c'est pas mal d'actions. Donc il y a aussi des choses un peu crapuleux, vous voyez bien. Donc additifs alimentaires. Maintenant, vous rajoutez un peu de sciure de bois dans les repas. Et donc ça va pas forcément plaire, mais ça va permettre de nourrir un peu mieux vos populations. Donc pareil, à chaque fois, vous allez faire des choix. Et ces choix, et c'est ça qui est marrant, notamment dans les lois, c'est que ça va créer de nouveaux événements. Vous voyez pas. Par exemple, là, si vous choisissez le travail des enfants, vous prenez une de des cartes et vous allez la poser sur une pile d'événements. Et voilà. Et donc, c'est là qu'on arrive à la phase soir. Donc, la phase soir, ça va être
une phase où vous allez piocher une carte d'événement, sauf que ce paquet d'événements, c'est plus ou moins vous qui allez le construire, dans le sens où, en fonction des choix que vous avez faits sur certaines cartes événements, alors comme en créant des lois, eh bien, vous allez avoir des événements plus ou moins positifs. Et pareil, vous avez un certain nombre de paquets événements qui sont visibles. Par exemple ici, donc c'est ce qu'on appelle les cartes de concertation. Donc ça, c'est un paquet ouvert. Et vous allez en mettre une dans votre paquet de soir et en piocher une. Alors pour illustrer, vous commencez le jeu, vous prenez une carte de concertation au hasard plus cette carte-là, vous les mélangez et à la phase soir, vous allez en piocher une des deux. Donc et tout ça, une des deux, ce sera peut-être pas deux à la phase soir parce que par exemple vous avez fait le travail des enfants. Et donc, le travail des enfants, vous piochez une des deux cartes travail des enfants, vous les mélangez parmi les deux, donc ça vous fait maintenant 3 cartes, et vous allez en piocher une au hasard. En sachant que des événements, des cartes scénarios vont peut-être en rajouter encore des nouvelles. Donc, même si vous en tirez qu'une, au fur et à mesure du jeu, ce nombre de cartes va augmenter. Et donc, vous allez avoir une incertitude sur quelles sont les conséquences de mes actes, à quel moment je vais les payer ou être récompensé inversement. Donc ça, c'est un mécanisme qui est vraiment très plaisant dans le jeu. Puisque vous avez un peu une création des événements qui vont s'arriver. Vous ne les subissez pas un petit peu bêtement, vous êtes un petit peu acteur de ce type de carte événement. Donc ensuite, une phase forcément dangereuse, c'est la phase de faim. Donc est-ce que vous avez assez de nourriture pour nourrir votre communauté? Pas de nourriture, c'est les gens tombent malades, les gens meurent, déprime, mécontentement, et vous vous dirigez rapidement vers une des fins possibles du jeu. Phase de nuit, c'est une phase de recette, tout simplement. Donc c'est là que vous allez récupérer vos meeples et aussi devoir les chauffer. Voilà, vous assurez que vos citoyens ont bien un lieu pour s'abriter, et si c'est pas le cas, ils tombent malades. Vous voyez, donc la faim, le froid, tout ça c'est illustré, et vous allez à un moment payer l'addition. Et donc là, je reviens sur un tour normal. Donc là, les phases 5 à 9, c'est juste le premier tour. Et là, c'est ce qui lance la partie, le jeu réellement, puisqu'il y a une phase d'aube. Et donc, phase d'aube, vous allez éventuellement vous avancez le tour, éventuellement déclencher des événements. Phase 2, là, c'est la phase matin. Alors, la phase matin, pour le coup, c'est une phase où vous allez piocher une carte événement du paquet dit matin. Alors, le paquet est un peu loin, vu que la table est très grande. Et donc, dans ce paquet-là, matin, eh bien, vous allez avoir, par exemple, celle-ci, voilà, du réconfort pour les malades. Donc, vous avez une situation à lire. Alors, notre population en discute. Ils veulent de meilleures conditions pour ceux dans le besoin. C'est probablement ce qui nous a aidé à survivre à la base. Nous prenions soin des faibles et des malades. Donc, un choix narratif. Donc là, vous voyez, cette carte s'impose à vous. C'est une carte événement. Et donc, choix 1, promettez que vous allez faire le nécessaire. Donc, dans ce cas-là, vous rajoutez un peu d'espoir à tout le monde. Et vous rajoutez la carte D007 à la pioche du soir. Et voilà, donc vous devrez par contre faire quelque chose. Et 2, vous ignorez cette demande. Donc, vous retirez la carte du jeu. Par contre, vous allez augmenter les mécontentements. Donc, vous voyez, vous alimentez la pioche du soir. Vous devez éventuellement faire quelque chose, une action pour contenter les gens. Voilà. Matin, par exemple, celle-ci, besoin de chaleur. La nuit devra permettre de se reposer les corps. Donc, 1, 2, 3 choix. Et selon le choix, soit vous augmentez le mécontentement tout de suite, donc vous passez à autre chose, soit vous piochez la carte 10 ou 11 avec les conséquences que ça aura au moment où vous la piocherez, éventuellement dans la phase de soir. Donc ça, vous voyez, ça s'impose à vous, mais ça va avoir des conséquences pour la suite du jeu. Donc ça, c'est aussi un côté événement que j'ai pas mal apprécié. Ensuite, là, on arrive sur la phase générateur. Donc là, vous allez devoir alimenter votre générateur. Et si le générateur est assez chaud par rapport au froid, il n'y a pas trop de conséquences. S'il est pas assez chaud par rapport au froid qu'il fait, vous allez avoir des citoyens qui tombent malades et éventuellement mourir d'ailleurs. Et enfin, vous allez alimenter la boîte à charbon. Alors comment ça marche? Ça marche un peu comme le jeu Shogun, si vous le connaissez. Donc une tour avec des contraintes là, vous voyez. Des contraintes qui vont éventuellement retenir un certain nombre de cubes. Donc là, j'en lance 4 et je vérifie après combien en tombe. Donc, il y a un côté aléatoire sur les conséquences de du charbon. Donc là, il n'y en a que 2. Donc, je vais alimenter
un compteur et au bout d'un certain moment, si je fais pas des travaux d'entretien nécessaires, eh bien j'ai un risque que le générateur explose. Donc un côté aléatoire sur ce qui peut arriver au générateur, mais c'est plutôt marrant, même si voilà, ça prend beaucoup de place sur le plateau, vous voyez bien, mais voilà, vous savez pas exactement ce qui va se passer, c'est plus marrant que lancer un dé, et en plus, bah voilà, vous avez un risque au tour suivant que ces cubes qui étaient bloqués finissent par retomber en plus, donc avoir peut-être plus de jetons de chaleur, enfin d'explosion qui arrive plutôt que ce que vous aviez prévu. Donc c'est plutôt fun dans le principe. Ensuite, une phase météo, donc vous allez piocher une carte d'un paquet météo qui va vous donner des conséquences sur le refroidissement de votre base. Évidemment, il va pas y avoir d'effet positif, c'est juste est-ce qu'il va faire un peu plus froid ou vraiment beaucoup plus froid, etc., etc. Donc là, vous reprenez votre phase de jeu, phase de préparation, résolvez les marqueurs maladies, est-ce que j'ai des morts, phase d'action, vous faites un tour d'action, etc., etc. Et ça continue jusqu'à que, par exemple, vous arrivez à un certain nombre de choix. Là, par exemple, tour 4, vous allez avoir des événements qui vont vous expliquer comment ça se passe. Manche 11, là encore, on vous explique comment ça se passe. Et voilà, vous savez pas forcément combien de temps va durer le jeu. Voilà, sachant qu'en même temps, vous allez avoir des tempêtes qui vont ravager votre camp, notamment toutes vos habitations, et vous jeter dans le froid. Donc voilà pour les mécanismes, je dirais, de tour. Alors c'est un peu le gameplay du jeu. Donc le gameplay du jeu, vous l'avez vu, c'est assigner des meeples, faire des actions. Ces actions ont des conséquences en général positives, et des fois, ce sera des actions pour éviter de prendre des actions négatives, mais forcément, vous serez toujours un petit peu à courir derrière vos actions. Vous n'aurez jamais assez de ressources, jamais assez de meeple pour faire tout ce que vous avez besoin, et donc il va falloir piloter de manière très fine vos actions. Voilà pour le tour. Alors je vais vous donner maintenant peut-être mon avis global sur le jeu. Donc vous vous doutez bien que si j'ai joué une demi-douzaine de fois à ce jeu, c'est que j'ai fortement apprécié ce jeu-là. Donc maintenant, pourquoi et quels sont peut-être les inconvénients ou les choses que j'ai moins aimées dans le jeu. Donc premièrement, il y a quand même un gros problème au niveau de ce jeu, au niveau du thermoformage. C'est-à-dire que la boîte est déjà immense, je vous l'ai montré dans l'unbox, mais vous n'avez pas la place de tout ranger. Là, la tour qui est très jolie, très bien, le problème c'est qu'elle prend presque la moitié de la boîte, et finalement vous n'avez pas assez de place pour ranger vos meeples, etc. Donc comme j'ai l'extension, j'ai pu ranger un peu dans la petite boîte pas mal de trucs, mais la boîte en elle-même n'est pas suffisante pour contenir tout le matériel. Donc ça c'est quand même un petit peu problématique. Alors pareil, dans les choses, alors là c'est vous qui allez décider si c'est un problème ou pas, mais bon, globalement le jeu est assez long, c'est 3-4 heures selon les scénarios, voilà, donc 3-4 heures, faut vraiment pouvoir se lancer en après-midi ou être très en forme le soir pour pouvoir se permettre d'y jouer. Donc ça, voilà, vous n'allez pas y jouer vite fait, bien fait. Là, c'est vraiment une implication, une immersion dans le jeu. Au niveau de la difficulté aussi, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, le jeu est hyper difficile. Je vous dis 6 parties, 6 défaites. Donc voilà, c'est vraiment die and retry. C'est presque pour moi le côté un peu excitant du jeu. C'est que déjà c'est un jeu coopératif, donc comme dans beaucoup de jeux coopératifs, il est difficile. Mais là, il est vraiment très difficile. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu excitant d'essayer de battre le jeu, d'essayer de trouver des combines pour essayer de le battre. Alors moi, j'ai joué un peu le Kaku parce qu'en fait je me suis alors comme le jeu a beaucoup de rejouabilité, je me suis mis peut-être une difficulté en en changeant de société à chaque fois. Donc comme je vous avais montré en début de vidéo, vous avez différentes sociétés. Alors je sais plus où je les ai mises, voilà, donc là donc les sociétés c'est quoi? Donc c'est le démarrage du jeu, et donc vous en avez 6 à chaque fois, et chaque partie que j'ai refaite, donc j'ai refait le scénario 1, et bien j'ai changé de société, et finalement comme vous démarrez pas avec les mêmes ressources ni les mêmes nombres de citoyens, et bien le gameplay, la façon de construire votre société va être différente, et ça demande un petit peu plus d'habilité, d'adaptation, et donc bon, ça n'a pas forcément aidé.
Donc voilà, mais ça, c'est un des côtés très positifs dans lequel je vais venir, c'est la rejouabilité. Donc ce qui m'a beaucoup surpris, c'est outre la difficulté, le problème de la difficulté, c'est que ça vous force à refaire le scénario, c'est que quand j'ai refait le scénario 1, la deuxième fois, je me suis dit, je vais prendre la société 2 pour voir ce que ça fait. Et là, effectivement, là, au lieu d'être un petit groupe de survivants, alors, un groupe de survivants hétéroclites, là, vous êtes des survivants d'un bateau militaire, le HMS Last Hope, le bien nommé, et donc vous allez avoir beaucoup moins d'ouvriers, plus d'ingénieurs et beaucoup moins d'enfants. Vous voyez, c'est par contre un peu moins d'espoir carrément, et un peu plus de ressources parce que vous étiez sur un bateau et donc vous êtes censé être des militaires. Donc voilà, même si c'est un peu artificiel, ce petit côté fluff, moi je l'ai bien apprécié. Et voilà, vous allez avoir 3 sociétés, 3, 4, 5, 6, etc. Donc une bonne petite rejouabilité avec un démarrage différent pour un même scénario. Sans parler en fait des technologies que vous allez avoir. Je vous avais dit, vous allez tirer 4 technologies au hasard. Donc là, vous avez un petit paquet avec l'extension encore plus important. Mais voilà, vous allez avoir des technologies différentes, des lois potentielles à rajouter différentes. Donc ça, c'est la rejouabilité. Je vous en ai pas parlé, mais vous avez aussi un paquet citoyen. Donc quand vous êtes en solo, vous en tirez 7, vous en gardez 6. Donc ça va aussi vous donner des actions bonus qui, à mon avis, sont très importantes dans le jeu. En tout cas, ça m'a beaucoup aidé. La bonne utilisation de ces cartes citoyennes, c'est vraiment un grand boost dans le jeu. Ça, faut absolument pas le négliger. Des cartes expédition qui sont hors champ, mais qui vous permettront d'acquérir des ressources. Donc ça, vous savez pas quel type d'expédition vous allez faire. Voilà, il y a plusieurs types d'expéditions inconnues, retrouver des personnes, retrouver des ressources. Et ça, vous allez en piocher au hasard 3. Et ça fera peut-être des aventures un peu différentes parce que vous avez à chaque fois le royaume champignon, la croisée des chemins, des mensonges blancs, donc un texte narratif et des choix à faire. Je compte stop ou encore. Voilà, donc là encore de la rejouabilité. J'ai fait que les 2 premiers scénarios et pourtant j'ai trouvé beaucoup de rejouabilité. Chaque scénario est un peu différent, surtout quand on rajoute des sociétés différentes. Donc une très très forte rejouabilité qui m'a surpris. Je m'attendais pas à autant de rejouabilité. Donc là-dessus, voilà, entre le nombre de fois où vous allez vous prendre des baffes et voilà, ça, le coup de la baffe, le coup punitif, ça peut vous écurer du jeu si vous n'acceptez pas ça. Alors je sais qu'il y a beaucoup de joueurs d'Arkham, donc voilà, si vous êtes Arkham, vous êtes habitué à des défaites un petit peu violentes et à des coups du sort un peu violents en fonction des cartes événements. Donc voilà, faut l'accepter et je trouve que c'est plutôt bien. Donc un univers sombre et à la fois ce côté punitif, mais voilà, je pense que le jour où je gagnerai, je serai très 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 heureux. Donc j'imagine c'est un peu comme le jeu vidéo, il devait être difficile. Donc voilà. En plus, je vous ai présenté les sociétés normales, mais il y a encore les sociétés difficiles. Donc vous avez un peu moins. Alors juste difficile, vous avez juste un petit peu moins de ressources, c'est un petit peu plus bête. Là, vous avez un malade en plus. Bon, c'est un petit peu bébête, mais ça a le mérite d'exister. Mais voilà, un petit peu moins de ressources, un petit peu moins de citoyens, et c'est le niveau difficile. Mais déjà, le niveau normal est quand même très complexe. Je crois que j'ai bien insisté là-dessus. Alors, sur l'aspect narratif, c'est pas un jeu totalement narratif. C'est juste que vous allez avoir des choix à faire qui vont avoir des conséquences. Donc, je dirais que finalement, ce qui rend le jeu le plus narratif possible, c'est qu'il est très difficile. Donc, comme il est très difficile, vous avez quand même ce sentiment de devoir survivre et ça devient au fur et à mesure des tours qui arrivent, ça va être de plus en plus prégnant la volonté de survivre, de sauver votre groupe, de gérer le mécontentement de la société en tant que dirigeant pour pas vous faire bannir, de gérer les malades. Donc l'immersion et la narration vient quand même en partie de la difficulté du jeu, même si les cartes événements, à un moment vous allez un peu vous les subissez quoi, mais et en fonction de votre caractère, peut-être vous allez faire certains choix ou d'autres. Par exemple, faire une loi pour le travail des enfants, ou pour abriter les enfants, en sachant que si vous faites une des lois, vous excluez l'autre, voilà, ça aura des conséquences évidemment différentes. Donc, en plus, les conséquences seront aléatoires. Vous choisissez pas forcément la carte. Donc voilà, vous avez une narration qui est je fais travailler les enfants, voilà ce qui arrive. Je protège les enfants, voilà ce qui arrive. Je mets de la sueur de bois dans les repas, voilà ce qui arrive. Donc voilà, il y a une petite narration qui se construit quand même et qui est vraiment d'autant plus renforcée que vous êtes sur un jeu très difficile. Donc une belle narration. Alors sur l'aspect éventuellement solo, coop du jeu,
Donc moi je n'ai joué qu'en solo, donc je ne peux m'avancer que pour ça. Le jeu est très bien designé pour le solo, hein. Il y a aucun problème à jouer en solo. Il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. Je trouve que les règles sont équilibrées en solo, parce que finalement vous avez peut-être un peu moins de citoyens, un peu moins d'experts, mais vous avez cette carte qui va rajouter des citoyens. Et puis bon, vous avez une fluidification des décisions qui est forcément plus simple à prendre en solo. Le jeu coop, comment je l'envisage, hein, donc là c'est assez spéculatif. Je pense que j'aimerais bien l'essayer quand même. La difficulté, c'est que si vous jouez en coop et que vous avez beaucoup de parties dans les pattes et que l'autre n'a pas beaucoup de parties, vous avez le risque d'un joueur alpha qui va un peu prendre les décisions, ou sinon il va falloir prendre sur vous de laisser le choix à l'autre. Mais voilà, globalement, vous jouez une société, vous avez par exemple tous ces meeples là qui vont vous faire par exemple 8 actions. Et donc, va falloir discuter beaucoup sur quelle va être la stratégie. Donc ça, faut jouer avec des joueurs qui sont habitués au coop et faut apprécier les phases je dirais pas de négociation, mais de discussion là-dessus pour savoir quoi faire. En sachant qu'il y aura peut-être l'aspect un peu drôle qui est de peut-être que comme il y a un joueur, on va dire dirigeant et qui va se Alors formellement dans le jeu, vous avez un jeton dirigeant et qui chaque tour est transmis à un autre joueur qui lui tranche les décisions. Peut-être qu'à un moment, le dirigeant, celui dont c'est le tour de jeu, va prendre des décisions que vous ne prendrez pas. Et ça peut être drôle. C'est ce que j'aimais bien dans This War of Mine, c'est que justement, vous ne jouez non plus cette fois-ci un dictateur, mais peut-être un conseil d'administration, et ce conseil d'administration va prendre des décisions plus ou moins à la majorité, et vous serez peut-être parfois dans la minorité, et ce sera rigolo de voir que finalement, je vous l'avais bien dit, il fallait pas faire ça, ou finalement la majorité a eu raison. Donc ça peut être un aspect du jeu intéressant. Par contre, ça risque de rallonger énormément la durée du jeu qui est déjà bien longue. Mais voilà. Par contre, juste, je pense jouer avec des joueurs qui sont à peu près de votre niveau, sinon ça peut être un petit peu compliqué. Donc voilà pour le jeu solo ou coop. Donc la rejouabilité, je vous en ai bien parlé, elle est très forte, elle m'avait surpris. Donc c'est vraiment un des aspects qui m'a beaucoup plu. C'est à la fois, pour synthétiser, l'immersion, la rejouabilité, alors qui est renforcée en plus avec l'extension Frostlander, que je vous présenterai prochainement dans une vidéo. Alors je n'y ai pas joué encore avec l'extension, mais voilà, je voyais un petit peu les limites du jeu de base sur la rejouabilité au niveau des lois et des technologies, et voilà, c'est renforcé avec l'extension. Il y a 9 scénarios, j'ai joué une vingtaine d'heures de jeu et j'en ai fait que 2. Et pourtant je me suis bien éclaté, donc j'ai pas eu le sentiment de redondance, bien au contraire. Comme je perdais, à chaque fois j'essayais de trouver le mécanisme pour vivre le plus longtemps possible, et je me suis un petit peu amusé en changeant de société à me rajouter de sortir de la zone de confort où je n'étais pas, mais que j'essayais d'atteindre. Donc voilà. En plus, quand vous allez explorer, vous allez avoir des tuiles qui vont se positionner différemment, donc des ressources des potentiels à récupérer différentes, et des ressources qui vont apparaître, qui vont être différentes, même si in fine ça sera toujours les mêmes tuiles, mais là encore ça crée de la rejouabilité. Donc beaucoup d'éléments de rejouabilité qui sont faits avec beaucoup, vous voyez, il y a beaucoup de cartes. Soir, matin, il y a 40 cartes avec l'extension, 3200 au niveau des cartes matin, mais beaucoup d'événements potentiels différents. Donc ça donne en plus envie d'explorer différentes décisions. Une fois j'ai fait travailler les enfants, une autre fois je les ai protégés. Qu'est-ce qui convient le mieux? Est-ce que selon les scénarios, c'est peut-être mieux? Est-ce que selon certaines sociétés, c'est peut-être mieux? Donc tous ces choix-là, vous avez envie de rejouer pour les refaire. Donc vraiment un jeu très addictif, très long, très immersif. Donc c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Au final, je lui ai pas trouvé beaucoup de défauts. C'est vraiment là pour l'instant le jeu qui m'a le plus accroché de l'année. Voilà, les seuls défauts que j'aurais, c'est sa longueur, donc qui fait qu'on peut pas trop y jouer. En plus, ça reste un jeu solo, donc l'avantage, c'est que quand vous avez envie d'y jouer, vous y jouez. Là, c'est votre décision, donc c'est l'avantage du solo. Il est pour le coup inspiré d'un jeu vidéo, donc à la base, voilà, le jeu solo était plutôt configuré pour. Simplement, là, vous avez quand même le plaisir de manipuler les tuiles, de jouer les cartes et de jouer finalement à votre rythme, dans le sens où vous n'êtes pas dans un espèce de mécanisme imposé par une intelligence logarithmique, artificielle, comme vous voulez, mais là vous manipulez, vous soupesez, vous prenez votre temps, il n'y a pas besoin de cliquer,
Voilà, vous allez prendre un café, vous revenez, vu que le jeu est relativement long. Mais voilà, c'est vraiment un jeu qui a été pour moi mon grand coup de cœur de l'année. Vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'acheter. Enfin, je suis content rétrospectivement de l'avoir acheté, d'avoir eu ce matériel là et de pouvoir y rejouer. Donc là, je vais sûrement refaire une partie, scénario 1, société 1, et j'ai essayé de tenter de gagner au moins une fois ce jeu-là. Voilà, bah c'est le mot de la fin. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Au revoir.